Merci de nous rejoindre sur Speedline TV. C'est un secret de Polichinelle. Les réformes de Patrice Talon touchent désormais les mairies du Bénin. Les nouvelles dispositions devant régir la gouvernance locale et faisant des secrétaires exécutifs les premiers acteurs du développement à la base. Les dites nouvelles réformes peuvent-elles contribuer au développement des communes? Quels seront les rapports entre les maires et les secrétaires exécutifs? Réforme sur la décentralisation, pour quel apport au développement à la base? C'est autour de ce thème que nous allons vous entretenir aujourd'hui avec comme invité Franck Kenevor, qu'on ne présente plus. Monsieur Kenevor, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, vous êtes expert en gouvernance locale et en communication, très sollicité ces derniers temps. Merci de vous rendre disponible pour cette émission. Merci aussi pour l'invitation. Alors, et je salue les téléspectateurs de Speedline TV. Et ils vous répondent. Alors, 20 ans en décentralisation, qu'est-ce qu'on peut dire du Bénin? Est-ce que nous sommes désormais un bon élève en matière de décentralisation? Merci. Est-ce que je peux dire quelque chose par rapport à votre introduction? Il n'y a pas de souci, allez-y. Vous avez dit que les secrétaires exécutifs seront les premiers acteurs à la base. Non, en principe, c'est toujours les maires qui sont les premiers acteurs, qui demeurent les premiers acteurs. On va revenir sur cette question-là. Par rapport à votre question, je pense que le Bénin a toujours été un bon élève en matière de décentralisation parce que le Bénin a fait une décentralisation démocratique, une décentralisation qui a d'abord été intégrale. Tout le territoire a été communalisé ou municipalisé. Et ensuite, on a des collectivités territoriales qui disposent, ne serait-ce que du point de vue de la loi, de compétences propres, de ressources propres, et qui sont librement, entre guillemets, administrées par des organes élus. Donc, le Bénin a toujours été un bon élève en matière de décentralisation. Du point de vue institutionnel aussi, il y a eu un accompagnement organisé des collectivités territoriales au Bénin, que ce soit les partenaires techniques et financiers, que ce soit la société civile, que ce soit l'État lui-même qui met en œuvre cette réforme. Il y a eu un accompagnement formidable des collectivités territoriales. Maintenant, si on regarde tout ce qui a été investi, les fonds FADEC, les appuis des partenaires, les appuis directs mobilisés par la société civile, si on regarde tout ça et on regarde les résultats, les dividendes de la décentralisation, on peut se dire que le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé en ce sens que les hommes ont été un peu plus malins que les tests dans un certain nombre de comportements. Et quel comportement, par exemple? La corruption? La politisation de l'administration locale, par exemple, où les partis politiques, n'ayant pas perçu, bien compris les enjeux de la décentralisation, se sont dit, ah, si j'ai un personnel politique qui n'est pas ministre, qui n'est pas député, je vais le caser au niveau des communes. C'est l'interprétation que les partis politiques... Normalement, on ne devrait pas politiser en quelque sorte le développement à la base. Ou travailler sur ces militants de sorte que, une fois élus, on se dit qu'on se met au service de la commune, de l'intérêt général. Ça, c'est au niveau de la commune, mais au niveau de l'État aussi. On n'a pas eu les bons comportements parce qu'on n'a pas transféré, par exemple, les ressources aux collectivités territoriales. On n'a pas transféré ou bien on n'a pas transféré à temps. On n'a pas transféré assez. Vous savez, il y a un travail qui a été fait au niveau de l'UEMOA qui recommande que 20% des recettes budgétaires de l'État soient transférées aux collectivités territoriales. Le Bénin est à moins de 5% de transfert. Donc, ça c'est au niveau des ressources financières. Maintenant, au niveau des ressources humaines, lorsqu'on a créé les 77 communes,
Le personnel dont ces communes avaient hérité, c'était le personnel des sous-préfectures et des circonscriptions urbaines. On connaît bien la qualité de ce personnel qui s'occupait des maisons du peuple, qui s'occupait des centres d'animation. Et d'autres infrastructures du milieu. Qui étaient plus ou moins là pour exécuter des ordres. Alors, lorsqu'on passe d'une circonscription administrative à une collectivité territoriale, les missions changent. Tout à fait. Donc, la ressource humaine devrait être améliorée et renforcée. On devrait outiller en quelque sorte la ressource humaine. C'est vrai que la loi avait donné dans un premier temps cette compétence au maire de recruter, de nommer aux emplois communaux. Mais disons que la politisation dont j'ai parlé tantôt tout à l'heure a fait que les maires n'ont pas recruté sur profil. Donc, on peut recruter... Il y a en quelque sorte de népotisme, parfois clientélisme. Et donc, on a recruté les gens qui étaient proches, mais qui ne répondaient pas forcément aux besoins de l'administration communale. Donc, ces éléments-là ont plombé un peu les résultats de nos communes, mais c'est sans compter avec les Béninois qui ne veulent pas du tout de maigres résultats, se contenter de maigres résultats au niveau des communes. Et du coup, le besoin de réformer les collectivités territoriales a commencé par se faire sentir après 3 ans d'expérience. Déjà en 2006, il y a déjà eu des évaluations qui ont montré que si on ne règle pas ces problèmes, si on ne renforce pas en ressources humaines et en ressources matérielles et financières les collectivités territoriales, si on ne dépolitise pas l'administration locale, on ne peut pas aller loin. Donc, c'est, disons, ce qui s'est passé disons qu'en 2009 déjà, la question financière a trouvé un début de solution avec la mise en place du Fonds d'appui au développement communal. Oui, FADEC. Et donc, il y a, avec FADEC, on a amélioré le transfert de l'État aux collectivités. Donc ça, c'est un premier pas. Mais on n'avait toujours pas atteint le niveau exigé par l'UEMOA. Donc, à partir de ce moment, tous ces secteurs de réforme, il était opportun d'agir là-dessus. Et vous verrez que la ressource humaine est l'élément essentiel. Parce que si on parle de coopération décentralisée, si on parle de mobilisation des ressources propres, si on parle de partenariat public-privé, si on parle d'intercommunalité, c'est-à-dire la capacité de mettre plusieurs communes ensemble à l'intérieur du pays pour régler des problèmes qui leur sont propres à travers un établissement public de coopération intercommunale. Tout à fait. Ça, par exemple, il faut la ressource humaine. Il faut la réflexion prospective pour montrer, convaincre les élus que la question INS, par exemple, Cotonou, Sémé, Calavi, Ouida, peuvent se mettre ensemble et créer l'établissement public de coopération intercommunale qui va gérer cette compétence. Donc, il y a souvent dans certains départements un début de ce que vous êtes en train de dire, où des communes s'associent. Au Bénin aujourd'hui, il y a 3 intercommunalités officiellement reconnues. Tout le reste, ce sont des associations, loi 1901. Et donc, qui ne remplissent pas les critères définis par la loi sur l'intercommunalité. Donc, on a les 2 KP qui ont été comme des pionniers en matière de coopération intercommunale. C'est une intercommunalité qui regroupe Kérouk, Kouandé et Ouassa-Péanco. Tout à fait. Ensuite, on a la communauté des communes du Zouf, qui est reconnue comme intercommunalité, et puis après Koformo, qui est une intercommunalité appuyée pour gérer les ressources forestières. Donc, tout ce que vous avez en dehors de ces 3-là,
c'est des associations loi 1900. Mm. Donc, il y a un travail énorme que nous devons faire parce que l'intercommunalité, c'est l'économie d'échelle. C'est-à-dire, si on achète un camion pour servir 3-4 communes, ça revient moins cher à chacune des communes, Oui. mais le service est rendu. Mais si c'est chaque commune qui doit acheter son Qui doit camion, s'approprier ça de fait son... 4 camions, Mm. alors que ce n'est pas à plein temps forcément que Qu'on devrait l'utilisation utiliser. devrait se faire. Oui. Il y a des infrastructures structurantes que les communes peuvent se mettre ensemble pour ériger, pour développer des services qu'ils peuvent développer. Ensemble. On a des modèles qui sont aujourd'hui pris en compte par Mm. des agences d'État. Mm. La gestion des déchets solides et ménagers. Dans le Grand Lac. Les ordures, l'assainissement. On a l'eau potable. On a les équipements marchands, par exemple. On a plusieurs domaines où les communes peuvent se mettre ensemble. Et c'est pour n'avoir pas occupé ce terrain qu'aujourd'hui, l'État, à travers des agences, occupe temporairement ces domaines-là. Et parlant par exemple du bilan, entre-temps, on a constaté également que certaines communes ont des partenariats avec d'autres communes qui ne sont pas ici, qui sont à l'extérieur. Qu'est-ce que ça a donné, ces coopératives-là, entre des communes? Bon, ça, c'est la coopération décentralisée qui permet l'action internationale des collectivités territoriales. Ouais. C'est-à-dire des collectivités territoriales de deux pays différents Oui. se mettent ensemble pour travailler sur des thématiques données. Et ça, aujourd'hui, par exemple, si vous allez à Djougou, si vous allez à Parakou, à Cotonou ici, il y a des réalisations qui sont liées à la coopération décentralisée, à Pro-Misrité, etc. Il y a beaucoup de communes. Actuellement, l'Association internationale des maires francophones est en train d'investir dans le numérique dans la ville de Cotonou. Donc, ces coopérations décentralisées, on doit les dynamiser parce que généralement, c'est des investissements que les communes font en termes de voyage, du personnel et des élus pour aller prospecter, pour répondre. S'enquérir également des préoccupations, tout et tout. Et donc, il faut que ce soit bien organisé et qu'on ait une visibilité dans ce que la commune dépense et ce qu'elle gagne pour voir si c'est utile ou ça sert seulement à des voyages des élus, des maires et du personnel. Mais je pense que c'est toujours important d'être connecté à ses pairs dans d'autres pays. Aujourd'hui, l'Association nationale des communes du Bénin développe la coopération Sud-Sud avec les communes du Togo. Les communes du Nigeria aussi sont en coopération avec les communes frontalières. Le Bénin, à travers l'Association des communes frontalières du Bénin, qui a été mise en place par l'appui de l'ABGF, l'Agence de gestion intégrée des espaces frontaliers du Bénin. Il y a au Niger des communes qui sont en relation avec des communes du Bénin. Donc, il s'agit de travailler à dynamiser ces coopérations parce que il y a des modèles en Afrique. Lorsque vous allez au sommet Africité, vous voyez des villes africaines qui sont ensemble et qui font de belles choses ensemble. Les questions de feux tricolores, par exemple, qui ne sont pas contextualisées en Afrique. Nous avons besoin de feux tricolores, peut-être avec des lampes solaires, parce que généralement, avec les coupures d'électricité, ça les peut feux occasionner qui sont connectés au réseau électrique ne durent pas en Afrique. Et donc, il y a une réflexion où si plusieurs villes africaines se mettent ensemble et définissent en fonction de notre climat et de la disponibilité de l'énergie solaire, des normes pour faire, par exemple, les feux tricolores, l'économie d'échelle revient encore. Si c'est 20, 30, 50 villes africaines qui s'entendent sur des normes et commandent, ils font appel d'offres pour choisir les meilleurs prestataires, on aura des feux tricolores durables. De bonne qualité. Cotonou.
En 2020, juste après l'arrivée du maire Luc Atoko, on a changé beaucoup, on a installé beaucoup de feux tricolores dans la ville de Cotonou. Mais aujourd'hui, il y en a qui ne travaillent plus. Tout à fait. Ou bien c'est le rouge seul qui s'allume, ou bien c'est le vert seul. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, nous n'avons pas beaucoup de ressources. Lorsque nous faisons des investissements, il faut que cela puisse durer, comme en Europe. Vous voyez, les feux sont installés en Europe, ça fait des années. Les routes sont construites en Europe. Un ami diplomate m'a dit qu'en Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, il y a des routes qui ont été construites du temps de Hitler, qui sont encore fonctionnelles. Dans les années 30, 40. Et autres. Mais nous, prenons l'exemple de Cotonou-Parakou. Chaque 3-4 ans, on doit reprendre, on doit reconstruire ces routes-là. Alors que nous n'avons pas les mêmes moyens que ces pays développés. Donc je pense que à travers les collectivités territoriales, on peut développer des normes de services publics et se mettre ensemble. Bénin, Togo, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, etc., Nigeria. Et donc ça fait un marché important. On définit les normes et donc à partir de ce moment, on fait appel d'offres internationales et les meilleurs fournisseurs nous livrent des équipements durables, aux couleurs et compatibles avec notre environnement climatique. Tout Donc, à fait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les communes. La machine met du temps à démarrer, mais j'ai bon espoir que dans 1 an, 2 ans, on va trouver un rythme acceptable. Tout à fait. Avant de se prononcer sur les réformes, le sujet qui font, ces réformes qui font objet de notre sujet aujourd'hui, vous allez vous prononcer en tant qu'expert sur les élections communales de 2020. C'est vrai que ces élections, à un moment donné, on a constaté quelques soucis par endroit où la loi a été rapidement ramenée à l'Assemblée nationale pour être, en tout cas, interprétée selon les propos des députés. Alors, pour ces élections communales-là, avec cette situation de 10% qui a fait que certaines communes qui, les populations ont quand même voté un parti politique donné, se retrouvent privées de ceux-là qu'ils ont choisis. Je veux parler par exemple de Porto Novo et autres. Est-ce que cette loi-là a pu respecter vraiment, a fait respecter l'esprit de la décentralisation, ou il est dit que c'est la population à la base qui devrait choisir celui qui devrait le représenter dans les mairies? Bon, vous savez, on a longuement discuté de cette question en 2020. Moi, je pense que tant que les règles sont fixées à l'avance, il n'y a pas de problème. On peut faire des critiques pour qu'on améliore à l'avenir. Vous posez 2 préoccupations. Tout à fait. La première préoccupation, c'est l'intervention d'une loi interprétative en plein processus électoral. On allait vers l'impasse. L'impasse dans le sens où les partis politiques proposent une personnalité au poste de maire et tous les conseillers de ce même parti politique qui a remporté la majorité, refusent de voter pour cette personne-là. Donc, la loi n'avait pas prévu ce cas de figure et très vite, les députés ont donné une interprétation de leur propre loi, privant ainsi le juge électoral de se prononcer sur cette question. Ça a donné ce que ça a donné. Est-ce que ça a respecté l'esprit de la décentralisation? Oui, vous savez, dans le choix des organes exécutifs, la loi ne fait pas trop appel aux citoyens. Ce que les citoyens font, c'est de choisir un paquet de conseillers. Tout à fait. À une coloration politique donnée pour constituer la majorité communale ou municipale. Qui, à son tour, devrait normalement... C'est cette majorité-là qui désigne, qui vote pour le maire, pour les adjoints au maire, les chefs d'arrondissement, etc. Donc,
c'est au niveau du deuxième choix que la loi interprétative a joué. Pas au niveau du suffrage universel direct qui a fait élire les conseillers. Les conseillers. Donc, il n'y a pas fondamentalement, il y avait un problème de leadership et de cohérence entre les élus de la majorité et les responsables de ces partis politiques. Et qu'il fallait trouver une solution. Mais que ce soit cette préoccupation ou la seconde, c'est lié à la réforme en cours du système partisan. Tout à fait. Ce qui me permet de vous dire, en fait, depuis 2003, on avait un système de 10% au niveau des arrondissements pour participer au partage des sièges. Donc, la loi avait toujours prévu que si un parti politique ou une liste n'arrive pas à avoir au moins 10%, elle est exclue ou le parti est exclu du partage des sièges. Ça, c'est pour éviter l'émiettement. Mais ça, c'est au niveau de l'arrondissement. Au niveau de l'arrondissement, pour qu'il y ait une majorité, pour qu'il y ait facilement une majorité qui se dégage. Maintenant, la réforme du système partisan a introduit une deuxième notion de 10% qui n'est plus au niveau de l'arrondissement, mais au niveau national. De sorte que si une liste ou une formation politique n'arrive pas à avoir 10% sur toute l'étendue du territoire national, au niveau national, ce parti ne participe pas au partage des sièges. Ce qui a fait que le PRD, arrivant en tête dans certaines communes, n'a pas pu avoir le contrôle de ces communes. Mais c'est dans le cadre de la réforme du système partisan. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc, c'était entendu d'avance. Mais ce qui, moi, a toujours fait l'objet de mon plaidoyer, c'est que les indépendants soient toujours autorisés aux élections communales, municipales et locales. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est le seul niveau où on essaye de ne pas politiser. C'est la seule élection qui n'est pas politique. C'est la seule élection où l'autorité juridictionnelle, administrative, sert de juge électoral. Donc, l'idée, c'est que c'est une élection qui n'est pas aussi politique que les législatives, la présidentielle et les référendums, qui sont confiés à la juridiction politique par excellence, la Cour constitutionnelle. Donc, à partir de ce moment, et vous verrez que le droit évolue tellement dans certains pays où même les étrangers, on leur permet de constituer des listes d'indépendants ou de s'inféoder aux partis politiques pour participer aux élections communales, municipales. Pourquoi? Parce que c'est le seul niveau où on ne doit pas faire d'exclusion. C'est le seul niveau où même celui qui ne se retrouve pas dans les blocs politiques, on lui donne l'occasion de participer aux élections. Mais malheureusement au Bénin, les députés ont comploté contre les citoyens, les indépendants, et ont supprimé cette possibilité qui était dans nos lois par le passé. Donc je pense que progressivement, on doit œuvrer à ce que les indépendants reviennent au niveau local. Nonobstant la réforme en cours du système partisan. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique avant d'être, par exemple, maire d'une commune ou bien d'être un chef d'arrondissement. C'est une question de développement. De développement à la base. Et si on est engagé pour le développement de sa commune, de son arrondissement, de son quartier ou de son village, je ne vois pas pourquoi il y a des gens qui ne se retrouvent dans aucun parti politique. Mais on les prive de la seule opportunité dont ces personnes disposent. De faire valoir leurs compétences. Au service de leur communauté. Ils ne parlent pas de l'Assemblée, du gouvernement et autres, mais ils veulent pouvoir être élus pour porter leur vision au niveau du conseil communal. Aujourd'hui, selon la réforme en cours, on aura 2, 3, 4 formations politiques au plus au sein des conseils communaux. Ce qui
exclut une bonne partie d'opinion qui ne veut pas s'inféoder aux partis politiques. Et c'est autant de richesses que nous perdons dans le développement de nos communes. C'est une énorme préoccupation que vous soulevez. Je ne sais pas, peut-être... Je vais vous dire, l'avant-dernière élection communale en Côte d'Ivoire, c'est les indépendants qui sont arrivés en tête. En tête. Parce qu'on a compris que la politique ne devrait pas être trop mêlée au développement à la base. Les gens ont ras-le-bol de ces partis politiques, droite, gauche, centristes, qui n'arrivent plus à régler leurs problèmes, ben, au niveau local, ça s'exprime. Et donc, c'est un message fort qu'on n'aura pas au Bénin, parce que les indépendants, et c'est les anciens élus communaux qui sont devenus députés, qui ont mené ce complot-là. Peut-être avec, peut-être avec les réformes en cours, ça pourrait permettre les années à venir à se pencher sur cette question-là. Je le souhaite. C'était parce que c'est en contradiction avec la réforme du système partisan, mais pas du tout. On parle d'élections de développement. On parle de développement, on parle d'élections de proximité surtout. On ne parle pas de législative, on ne parle pas de présidentiel ou de référendum. Donc, on peut faire cette ouverture. Tout à fait. Merci, Monsieur Kenevor, expert en gouvernance locale. Nous allons aborder le vif du sujet. C'est vrai qu'on a pris trop du temps et il fallait. Les réformes aujourd'hui, c'est vrai que on a constaté depuis un certain moment, on parle des secrétaires exécutifs. Nous allons rapidement suivre un élément qui essaie de nous rafraîchir la mémoire sur ce qui s'est passé jusque-là et on va revenir pour se prononcer sur ces dites réformes-là. La proposition de la réforme qui confie désormais le pouvoir d'ordonnateur du budget au secrétaire exécutif a polarisé les attentions. Avant son adoption, il y a eu débat entre les acteurs. Présent à la rencontre du mardi 21 septembre dernier, le chef de l'État Patrice Talon, sans langue de bois, dans une démarche pédagogique, a apporté des réponses aux inquiétudes de certains maires. Il faut nous remettre notre budget. Si vous enlevez le budget, vous avez vidé le maire qui est un organe aussi de son contenu. Parce qu'on va dire au village, mais lui, il n'a plus rien. Le maire de Kouamassé a dit ce que tout le monde pense. Puisque quand il a parlé, beaucoup ont applaudi dans la salle. Mais ce cri de cœur justifie la pertinence de la réforme. Parce qu'il a dit ça, où est-ce qu'il est, monsieur le maire de Kouamassé? Parce que vous avez dit ça là. Aujourd'hui, ça prouve que, avant de quitter ici, il faut qu'on valide. Ah oui. On a mis le doigt sur ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous avons choisi de vivre selon les règles modernes de gestion, qui ont fait leur preuve et qui font que nous voulons nous développer comme le monde entier aujourd'hui. Ces règles modernes de gestion requièrent qu'il ne faut pas laisser tous les pouvoirs dans les mains d'une même personne. Ils sont désormais connus depuis ce jeudi 31 mars 2022. Les maires des 77 communes du Bénin ont opéré le choix de leur secrétaire exécutif. Ces derniers ont un mandat de 6 ans. Qu'ils fassent bien le travail. Les secrétaires exécutifs. C'est vrai, le maire ne sera plus comme avant. Le maire, ce n'est pas le maire qui va gérer maintenant. Vous savez, le budget. C'est le secrétaire exécutif qui est ordonnateur. Donc, les maires, ça va les éviter certains problèmes aussi. Ils sont quittes. Seulement que je trouve que ceux qui bouffaient avant, ils ne peuvent plus bouffer. Alors que c'est les gens qui font campagne, ils mettent de l'argent et en retour, c'est comme un retour sur investissement. Maintenant, je ne sais même pas, il y aura un peu de grincement dedans. Maintenant, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Donc, quand ils seront au travail, on verra bien comment ils vont gérer les choses. Et que rien ne sera comme avant. Les gestions des communes, avant, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup le gouvernement Talon, qui fait de bonnes choses. Les secrétaires exécutifs, il faudrait, malgré qu'ils sont désignés, ils n'ont qu'à chercher aussi la collaboration avec le maire. Parce qu'on ne veut pas les conflits. Ce n'est pas toi qui m'as amené, hein.
J'ai passé un test, tout ça là. Mais il faut éviter de pareils propos. Fais ton travail comme ça, ça se doit. Maintenant, on va voir si les gens ne vont pas faire recours contre d'autres personnes. C'est là que j'attends maintenant. Sinon, ce qui s'est passé là, c'est transparent. C'est pourquoi ils ont mis du temps. Il faudrait que cela soit une collaboration franche et que ces secrétaires exécutifs ne soient pas à la merci des maires et que vice-versa. Et que ces secrétaires exécutifs ne se prennent pas pour les maires, des maires, parce que c'est le maire qui est l'autorité communale. C'est très important, il faut qu'il y ait du respect. Mais les choses de la commune doivent être gérées sainement. Et il ne faudrait pas qu'ils soient corrompus, parce qu'ils commencent bien et après c'est la corruption. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont là pour la transparence des choses de la commune. Selon l'article 128 de la loi numéro 2021-14 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, la fonction de secrétaire exécutif est la plus haute fonction administrative et technique des mairies. Le secrétaire exécutif est le responsable de l'administration de la commune. Il est le principal animateur des services administratifs et techniques communaux dont il veille au bon fonctionnement. Le secrétaire exécutif, au titre de l'article 129, est institutionnellement placé sous le maire sans aucun préjudice à ses attributions propres. Là, Monsieur Franck Kenivo, vous avez suivi, tout comme nous, ce reportage qui parle de ces réformes-là. Si peut-être vous avez une idée de la vision du chef de l'État, pourquoi ces réformes à l'heure actuelle? Merci. Je pense que dans le point qu'on a eu à faire tout à l'heure, je disais qu'il y avait une politisation de nos collectivités territoriales. Et cette politisation pesait et pèse davantage sur le maire que n'importe qui d'autre dans la commune. Et donc, l'idée du gouvernement, c'est de séparer les fonctions politiques des fonctions administratives et techniques. Ça veut dire que le maire qui incarnait à la fois la fonction politique, président de l'organe de délibération, l'organe de décision, il était aussi l'organe exécutif de la commune. Donc c'est ce deuxième pan que le maire transfère au secrétaire exécutif. De sorte qu'on a des acteurs politiques qui sont renforcés dans leur rôle de prise de décision et on a des acteurs techniques, des acteurs administratifs qui sont aussi renforcés dans leur rôle parce que justement l'autonomie, les liens hiérarchiques, les liens de subordination qui limitaient leur autonomie et leur marge de manœuvre sur le plan des procédures, ces liens-là ont été supprimés. Donc aujourd'hui, on a des élus qui vont prendre les décisions qu'il faut, qui vont donner la vision, les orientations, retenir ce qui doit être fait. Et on a des techniciens qui vont mettre ça en œuvre. Et entre ces deux acteurs, il y a maintenant le conseil de supervision qui est un organe de contrôle de l'administration. Le conseil de supervision regroupe qui et qui? Le maire, les adjoints au maire et les présidents des commissions. Donc ce conseil de supervision est, disons, l'organe de tutelle, le conseil d'administration du secrétariat exécutif. Et cela voudra dire, c'est tout comme si le secrétariat administratif ou le secrétariat exécutif est au milieu, le conseil communal décide de quelque chose, le secrétariat exécute, le conseil communal revient encore pour superviser. Est-ce que c'est la vision? Oui, mais sauf que la supervision ne relève pas directement du conseil communal, qui est vaste. Donc c'est un organe restreint de gens plus avertis de la gestion quotidienne de la commune. Tout à fait. Donc le conseil de supervision provient du conseil communal, mais c'est un groupe restreint d'élus
pour que... Ce n'est plus tous les conseillers. Non, ce n'est plus tous les conseillers. Mais tous les conseillers décident en matière de budget, en matière de planification, En matière d'orientation. d'orientation. Et ce groupe d'élus autour du maire supervise la gestion quotidienne du secrétariat exécutif par le secrétaire exécutif. Et l'autre nouveauté, c'est que le secrétaire exécutif répond de l'intégralité de l'administration communale. Même s'il y a un DAF, même s'il y a un directeur de la planification, même s'il y a d'autres directeurs, ils sont responsables devant le secrétaire exécutif. Et le secrétaire exécutif répond de tous devant le conseil de supervision qui, à travers le maire, rend compte au conseil communal. Donc, c'est un dispositif qui n'existe pas dans beaucoup de pays parce que les pesanteurs sociopolitiques dont le maire béninois était victime, ces pesanteurs sociopolitiques sont moindres peut-être dans d'autres pays. Donc, c'est une expérience qu'il faut faire et on va tirer les leçons. Les leçons après. De sorte que, aujourd'hui, si vous regardez l'architecture de nos collectivités territoriales, ça donne quelque chose de nouveau, d'original, dans la sous-région et globalement en Afrique. Parce que vous regardez la manière dont le secrétaire exécutif est renforcé, beaucoup d'attributions. J'ai l'habitude de dire que le secrétaire exécutif de commune est l'autorité la mieux chargée, la plus chargée au sein de la République, parce que non seulement il faut gérer ce que les secrétaires généraux actuels des communes gèrent, oui, mais il faut gérer aussi une partie des attributions autrefois dévolues au maire. Si vous prenez rien que les signatures, ça peut prendre 40% du temps si vous devez travailler de 8h à 17h30. Parce que si votre responsabilité est engagée dans la signature de chaque document, ça veut dire que dans le parapheur, toute la procédure doit être jointe pour que vous puissiez examiner les affaires domaniales. Le bruit court que si on devait appliquer la loi, tous les maires qui ont signé des conventions à problème devraient être interpellés. Mais le problème est déplacer des maires vers les secrétaires exécutifs. Donc, eux aussi vont vouloir se protéger. Surtout que les secrétaires exécutifs, contrairement aux maires, n'ont pas de casquette politique pour négocier et se faire protéger. Donc, ils vont veiller à ça. Si vous laissez les questions de signature et nous venons aux réunions, si on ne met pas en place des outils pour limiter les réunions ou pour rendre les réunions plus efficientes, le secrétaire exécutif va perdre une bonne partie de son temps dans les réunions. Alors que ces deux questions ne font pas partie pour plus de 10% de ses compétences. Les 90 autres attributions qui attendent. Rapport mensuel, nommer tel collaborateur, les faire travailler, répondre à un service qui est défaillant, aller sur le terrain pour voir, et les relations avec les services déconcentrés de l'État. C'est beaucoup, beaucoup d'attributions. Et je pense que dans les décrets d'application, il est important que le gouvernement revienne encore un adjoint ou des assistants de bon niveau et de confiance. La confiance est possible si on laisse les mains libres au secrétaire exécutif de désigner ses assistants pour que la charge de responsabilité ne les étouffe pas. Donc, c'est important de réfléchir à la question et de ne pas les laisser se démerder. Bon, je pense que les communes de droit commun, ça peut aller.
Mais les communes à statut particulier ou bien à et statut surtout à particulier. statut particulier, Oui. la charge de travail est vraiment élevée. Et énorme. Quand on prend par exemple à Bomé-Calavi ou Cotonou, pour le seul secrétaire exécutif, ça lui serait difficile. Donc on pense qu'aujourd'hui, avec ces réformes-là, les maires sont totalement déplumés et que désormais, les maires, c'est pratiquement de casquette vide, il n'y a plus rien là. Est-ce que vous partagez les mêmes avis en tant qu'expert? Pas du tout. C'est vrai que le maire a perdu quelque chose. Oui. Mais il peut compenser cela par un leadership bien développé. Regardez la question de la démocratie locale. C'est-à-dire, on peut même appeler ça la communication au développement. Structurer les forces vives de la commune et les faire participer au développement de la commune. C'est un enjeu qui n'est pas pris en compte jusqu'à présent. Donc, les maires auront le temps véritablement de travailler avec les forces vives de la commune. Périodiquement, avant chaque session, ils ont le temps d'organiser des rencontres avec les forces vives de la commune pour structurer. Il y a 4 sessions ordinaires, on peut mieux organiser ça. Ensuite, pour que les orientations à donner au secrétaire exécutif pour le plan annuel d'investissement, pour la portion annuelle du plan de développement communal, qui passe par la consultation des citoyens, par exemple. C'est du travail. Même si c'est le secrétaire exécutif qui est responsable du budget de la commune, le budget participatif, c'est un outil pour les élus qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut travailler à ce que nos communes puissent adhérer à cet outil important de démocratie et de développement local. Donc, aujourd'hui, le leadership du maire doit s'affirmer sur ces questions-là, sur la coopération décentralisée. La coopération décentralisée est un élément important. C'est comme si le maire est désormais libre de pouvoir bien penser au développement de sa commune. Oui, c'est-à-dire c'est le côté positif de ces réformes. Le maire qui devrait recevoir des tonnes de paraffeurs et n'ayant pas participé à l'instruction de ces dossiers, est obligé d'appeler pour comprendre, etc., aujourd'hui, est libéré de ces attributions qui sont techniques. Et donc, si le maire n'a pas un certain niveau, une certaine expérience de la gestion administrative, il se perd. Donc, il est obligé de faire confiance à des cadres. De faire appel à d'autres compétences. Pour régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, le maire est véritablement orienté vers les questions essentielles de démocratie et de développement. Si vous prenez par exemple la question de mobilisation des ressources, c'est transféré au sur cette question, la population attend surtout. Mais le maire a un rôle important à jouer. Lequel? Vous savez, la mobilisation des ressources, on ne peut pas dissocier ça de l'orientation des services et équipements, des services locaux, des équipements. Or, c'est le conseil communal qui fait les choix, qui délibère sur les choix. Donc, à partir de ce moment, qu'on le veuille ou pas, le maire est impliqué, ne serait-ce que dans les choix. Si on veut mettre en place une régie autonome qui a fait ses preuves dans 4 communes au moins, j'ai suivi personnellement cette expérience avec SNV, le programme de développement des infrastructures économiques et marchandes, financé par la coopération suisse, qui fait de bonnes choses en matière de mobilisation des ressources propres. C'est des choix qui reviennent au maire de faire en conseil communal. Donc, c'est des questions aujourd'hui que les maires peuvent approfondir. Les maires peuvent travailler véritablement sur toutes ces questions-là en se donnant des boussoles, un plan d'action clair en tant que maire. Donc, il faut que les maires, à la lumière du Code de l'administration territoriale, puissent élaborer un plan d'action clair en matière, dans les matières que la loi leur reconnaît aujourd'hui. La police administrative, il y a des volets de prévention, il y a des sensibilisations
pour avoir la sécurité, la tranquillité, l'ordre public, tout ça là, il y a un travail à faire. Les maires ne peuvent pas être oisifs parce que justement, les attributions, les compétences qui leur sont restées leur permettent d'aller à l'encontre des populations et de faire un travail de fond qu'ils n'avaient pas le temps de faire avant. Mais avec ces réformes-là, est-ce que le maire demeure toujours la première autorité communale? Oui, ça là, il n'y a pas débat là-dessus. Le secrétaire exécutif, c'est le maire qui le tire au sort. C'est le maire qui prend un arrêté et qui le nomme. À partir de ce moment, le maire est la première autorité de la commune. Deuxièmement, le budget. Les deux instances qui se prononcent sur le budget sont présidées par le maire. Le maire, à savoir le conseil de supervision et le conseil communal. L'organisation de l'administration communale, les nominations, toutes ces questions viennent au niveau du conseil de supervision et c'est le maire qui est le président. Donc, l'orientation du maire se fera sentir. En définitive, on peut tirer la conclusion selon laquelle le secrétaire exécutif est en quelque sorte le bras exécutoire de la mairie et que les deux, le conseil communal et le conseil de supervision, sont là pour quand même chapeauter ce secrétariat exécutif. Exactement, le secrétaire exécutif ou le secrétariat exécutif est chapeauté par le conseil de supervision et le conseil communal qui est l'organe de délibération par excellence de la commune. Donc, vous voyez, le maire préside ces deux organes. Hein? Et donc, à partir de ce moment, le maire reste et demeure l'autorité politique, l'autorité politico-administrative. On peut ajouter administrative dans le sens où, à travers le conseil de supervision, le maire contrôle le fonctionnement du secrétaire exécutif. Donc, ce qui a été retiré au maire, on peut débattre de ça. Moi, si j'étais le réformateur, je n'allais pas retirer les signatures, l'intégralité des signatures au maire. Je ne vais pas retirer la communication au maire. Pourquoi? Je ne vais pas retirer la mobilisation des ressources au maire. Parce que si je prends rien que la mobilisation des ressources, vous savez, le leadership du maire compte beaucoup dans la mobilisation. Tout à fait, sur le terrain. Et donc, je pense que fondamentalement, si le maire est engagé avec le secrétaire exécutif, ça donnera un meilleur résultat. Je voulais dire quelque chose, mais ça ne sera pas instructif. Donc, je ne veux pas le dire, mais je pense fondamentalement que la notion de localité, la notion de lien entre les citoyens d'une commune et l'autorité politique de cette commune, ces liens-là sont vraiment forts. Ces liens se manifestent dans d'autres relations extra-communales, mais je pense fondamentalement que le maire aurait pu avoir plus de compétences et d'attributions sans que la réforme ne soit pas mise en danger. Mais disons qu'on va faire l'expérience et selon les résultats que je souhaite vraiment excellents, parce que le développement réel d'un pays, ce n'est pas les territoires. Tout à fait. Lorsque les secrétaires exécutifs vont réussir à bien gérer l'administration communale, on va remarquer tout de suite que les services administratifs seront améliorés, les services sociaux de base seront améliorés. Et donc le bien-être dans les communes sera amélioré. Et il n'y aura plus la politisation dans nos... Il y aura moins de politisation. Lorsqu'on sait que j'ai suivi le maire de Porte-Novo qui disait sur une chaîne la dernière fois que si quelqu'un vient pour me faire chanter, etc., je lui dirais non,
le budget, ce n'est plus à mon niveau, c'est le secrétaire exécutif. Mais Voilà désormais, qu'on ne la peut population, le maire doit rendre compte à la population et non le secrétaire exécutif. Oui, qu'on relève du maire. Mais ça n'exclut pas que le secrétaire exécutif y participe comme les SG actuels Tout à fait. participent. Ont l'habitude à de cette participer reddition des également. comptes. Pourquoi? Parce que c'est le maire et les élus qui donnent une vision des orientations, un plan d'action au secrétaire exécutif. Donc, lorsque le secrétaire exécutif accomplit sa mission, lui rend compte au conseil de supervision et au conseil communal, mais c'est eux, les politiques, les autorités élues, qui rendent compte aux populations. Parce que, disons que lorsque nous prenons une commune aujourd'hui, la vision, l'orientation stratégique, les objectifs de développement, tout est défini par les élus et le secrétaire exécutif concrétise cela. Donc, lorsqu'il finit de concrétiser, il rend compte à qui de droit et c'est à ces autorités-là de rendre compte aux populations. Donc, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire le bilan du secrétaire exécutif, c'est le bilan du maire. Du maire, tout Donc, à fait. à partir de ce moment, le maire doit aider le secrétaire exécutif à réussir. A bien fait, parce que c'est lui qui devrait rendre compte aux populations. De sorte que l'idée, c'est de dire les maires n'ont pas forcément les capacités administratives, les capacités intellectuelles. Pour être maire, la loi dit qu'il faut savoir lire et écrire. Et puis c'est fini. Donc, il n'y a pas un diplôme pour être maire. Mais pour être un bon gestionnaire de l'administration, il faut des diplômes, il faut des expériences. Oui. Donc, l'idée, c'est de mettre ces personnes compétentes à la disposition des élus pour réaliser leurs rêves pour leur localité, pour accomplir ce qu'ils ont promis, ce qu'ils désirent pour leur localité. Donc, le bilan du secrétaire exécutif, c'est le bilan du maire. Du maire, tout à fait. Monsieur Kinivor, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de Free Speech. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à la population aujourd'hui? Je voudrais vraiment remercier le chef de l'État pour son courage politique, pour cette vision et souhaiter que la réforme soit accélérée en matière de ressources humaines pour les collectivités territoriales. Parce que la ressource humaine, c'est vrai, c'est le SE, c'est les directeurs, les 6, mais c'est aussi les chefs de service, c'est les chefs de division et le personnel simple. Oui. Donc, il faut que la réflexion touche également toutes ces catégories d'acteurs. Deuxièmement, que le fonds d'investissement communal puisse venir très rapidement et que le gouvernement ne lésine pas pour la première année du fonds d'investissement, par exemple, d'aller à 100 milliards, par exemple. 100 milliards. D'avoisiner, pourquoi pas 10% des 20% exigés par l'UEMOA. Pour qu'on puisse véritablement tester le dispositif communal. Pour qu'on puisse voir si, avec la ressource humaine de qualité, avec la ressource financière, est-ce que l'économie locale démarre dans nos 77 communes? Est-ce que l'activité reprend? Est-ce que les services sociaux de base, vous voyez, il y a des communes qui sont enclavées. Heureusement que asphaltage et les programmes de construction des routes, ces projets sont en train de désenclaver progressivement ces milieux. Oui. Or, s'il n'y a pas les services, le service public de qualité, s'il n'y a pas ces infrastructures, ces équipements structurants, on ne peut pas faire un développement. Celui qui est loin des grandes villes va toujours vouloir se diriger vers ces villes-là et ça déséquilibre. Tout à fait, le développement de certaines communes. L'urbanisation. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Kinivor. Vous êtes expert en gouvernance locale et en communication. Merci de vous rendre disponible pour cette émission. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. On vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de Free Speech. À bientôt.